taking pictures of you with flowers on the wall. Think I like you best in dressed in black from head to toe. Think I like you best when you're just with me. And no, no, no. Lying in my room, holding you until you fall asleep, and it's just as good as I knew it would be. Stay with me, I don't want you to leave. Holding you until you fall asleep. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps. Et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois. Aucun cabron ne m'a touché, à part toi, caballero. Non, personne ne m'a touché. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami. Cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence autour de la thématique du handicap en entreprise. Donc aujourd'hui, la question à laquelle nous allons tenter de répondre est la suivante. Comment sensibiliser les salariés face aux questions du handicap? Donc avant toute chose, nous allons faire de courtes présentations. Je suis Enola Legal, étudiante en première année de Master Manager de la communication au Brest Open Campus. Et pour animer cette conférence, je suis accompagnée de Marine Lamour. Bonjour. Également étudiante en première année de master comme moi. À notre gauche, Delphine Noulez, chargée de gestion en assurance vie Assure Avenir et atteinte de douleurs chroniques neuropathiques. Bonjour. Et donc à notre droite, Camille Lemeur et Anne-Sophie Laurence, toutes deux conseillères en insertion professionnelle dans l'association L'Adapt. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui en France, c'est plus de 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, dont 80% qui sont atteintes de handicap dit invisible. Donc en fait, c'est-à-dire que ces handicaps ne se voient pas et si les personnes concernées n'en parlent pas, on ne peut pas du coup les discerner. Pour garantir leurs droits au travail, le gouvernement français a mis en place en 1987 une loi imposant aux entreprises de plus de 250 salariés une obligation d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap. L'association L'Adapt a pour mission d'accompagner les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne. Donc cela concerne par exemple l'aide à l'accès à la formation, l'insertion professionnelle ou encore à la scolarisation. Donc Camille et Anne-Sophie, pouvez-vous nous expliquer comment vous accompagnez ces personnes tout au long du processus de recrutement? D'accord. Au niveau de l'ADAPT, donc effectivement, c'est une association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc tout type de handicap confondu, vous l'avez bien dit, hein, il y a le handicap visible et le handicap invisible qui correspond à 80% des personnes. Au niveau de l'ADAPT, on a plusieurs dispositifs pour favoriser l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'emploi et de la formation. Plusieurs dispositifs qui vont du travail sur le projet professionnel, c'est-à-dire travailler avec la personne sur l'adéquation entre sa situation de santé et son handicap, et des dispositifs permettant d'accompagner les personnes vers une intégration en entreprise et donc en emploi et également en formation. Selon vous, du coup, quelles actions en fait, peuvent être mises en place dans une entreprise pour adapter du coup un poste à une personne en situation de handicap? Lorsqu'une personne arrive dans une entreprise, la situation du handicap n'est pas forcément évoquée de prime abord. Donc ça peut être soit la personne elle-même qui évoque cela au niveau des collègues, des employeurs, ou qui fait le choix de ne pas du tout en parler. Donc c'est vrai que c'est parfois pas facile d'assumer tel ou tel type de handicap, notamment le handicap invisible peut être mal vu et mettre en place des préjugés de la part des collègues. Donc ce qui est important au niveau des entreprises, c'est que celles-ci soient sensibilisées aux possibilités d'accueil de personnel avec tout type de handicap physique, psychique, mental, cognitif. Nous, c'est vrai qu'à l'ADAPT, on est plus, en tout cas au niveau de nos emplois tous les deux, Camille et moi, dans l'accompagnement de personnes avec des handicaps psychiques, mentaux et cognitifs. D'accord. Donc voilà. Après, notre place est d'accompagner la personne dans sa reconnaissance, mais aussi au niveau de stage, de mise en situation ou de formation, de permettre aux employeurs de comprendre quel type de personnes ils accueillent dans leurs salariés. D'accord, très bien, merci. Je rajouterais du coup sensibiliser et former aussi les équipes de travail aux besoins des personnes pour leur permettre d'être compétentes à leur poste de travail. Merci beaucoup pour ces éléments. Toi, Delphine, tu es handicapée depuis l'âge de 25 ans et donc déclarée RQTH, donc ça signifie reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Qu'est-ce qui est mis en place, par exemple, pour toi, à ton poste dans ton entreprise? Alors, déjà, moi, je fais partie des personnes avec un handicap invisible qui ne se voit pas. Donc, c'est vrai que c'est difficilement entendable et même compréhensible pour les gens dans la vie privée, mais comme dans la vie professionnelle. Il y a des jours avec, des jours sans. Et c'est vrai que ce qui a été mis en place avec mon employeur, c'est d'une part un suivi avec la médecine du travail qui est personnalisé. J'ai un suivi tous les 6 mois et pas tous les 2, 3 ou 5 ans comme les autres collaborateurs de mon entreprise. Mais j'ai également un suivi personnalisé avec mon manager et avec la RH de mon entreprise.
Donc ça, c'est important. Moi, je m'en suis pas cachée auprès de mes collègues. Du coup, les jours sans, ils savent pourquoi ça va pas. Même si physiquement, ça se voit pas, ils le comprennent. Et au niveau du matériel, c'est la chance qu'on a une fois qu'on est reconnu travailleur handicapé, c'est d'avoir un poste adapté. Aujourd'hui, j'ai des repose-coudes, j'ai une roller mouse. Donc pour ceux qui ne savent pas, je peux pas utiliser une souris, donc j'ai ce qu'on appelle une roller mouse, c'est une souris adaptée. J'ai un clavier également adapté avec un pavé numérique à gauche. J'ai un repose document. Et la chance que j'ai, au-delà d'avoir cet équipement sur site dans mon entreprise, c'est que on sait tous que la Covid est passée par là, qu'on a dû mettre en place le télétravail. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir mon poste adapté sur mon lieu de travail, mais également à mon domicile. Et c'est pas donné à tout le monde, et là-dessus, ça vaut le coup d'être noté. Merci. Et tu nous as dit que ton handicap était invisible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de quel handicap il s'agit ? Alors à la base, à l'âge de 25 ans, j'ai juste frappé à la porte d'un bureau pour demander une augmentation, la première augmentation de ma vie. Ça a valu une fracture, une micro-fracture qui a engendré une maladie qui s'appelle l'algodystrophie. C'est une maladie qui attaque tout ce qui est nerfs, tendons, muscles, etc. Et l'algodystrophie s'endort, hein, et aujourd'hui je suis atteinte de séquelles. C'est des douleurs chroniques la nuit. Du coup, j'ai des pains de glace quand je suis en douleur. Je porte une attelle au travail. J'ai des injections de toxines botuliques tous les 3 mois. Ça passe également et j'ai été aidée pour ça par Cap Emploi. J'ai dû repasser mon permis de conduire pour pouvoir avoir une boule directionnelle au volant. J'ai repassé mon permis il y a 7 ans juste pour avoir cette boule directionnelle. Et voilà, cet handicap, c'est tous les jours des douleurs avec la prise de médicaments de niveau 2, juste en dessous la morphine. Je suis au tramadol tous les jours. C'est un handicap invisible, mais qui m'handicape tous les jours. Merci. Et selon toi, comment ces personnes qui sont atteintes de handicap invisible, elles peuvent, comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que pourraient mettre en place les entreprises pour les encourager à se déclarer RQTH ? Pour qu'ils entament cette démarche voilà, que ce soit peut-être moins tabou, qu'ils aient moins de crainte à en parler. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un sujet qui est tabou. On a toujours peur d'être confronté au regard des autres, d'être catalogué, il faut dire ce qui est. Alors on parle de personnes handicapées, mais on dit souvent 7 handicapés en parlant de la personne. Pour moi, ce qui est très important, il faut ne pas avoir peur d'en parler. C'est pas un sujet du tout tabou. Les entreprises sont à la recherche de personnes handicapées. Vous n'avez pas idée, là dans la salle, je ne sais pas combien de personnes on est, mais vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui auraient la possibilité de faire cette demande de reconnaissance de travailleurs handicapés pour des maux invisibles comme des problèmes de dos, des problèmes de vue, des problèmes neurologiques, de tendinite, etc., etc. Et je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur du regard des autres. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai un fardeau, c'est mon handicap, et que le fait d'avoir fait cette reconnaissance de travailleurs handicapés, aujourd'hui, mon fardeau, la journée, quand ça va pas, mon manager porte un peu mon fardeau, mes collègues portent un peu mon fardeau, et du coup, je suis plus toute seule à le porter. Alors, effectivement, arrivé chez moi, je ferme la porte de l'appartement. Oui, je suis toute seule à gérer ma douleur, mais la journée, le fait d'avoir cette reconnaissance, ça me permet d'être aidée. Et je crois que le mot, il est là. Enfin, la reconnaissance de travailleurs handicapés, c'est vraiment une aide, un soutien. Il faut vraiment pas le voir comme un sujet tabou, au contraire. Il faut pas avoir peur d'en parler, et tout à fait naturellement. Enfin, voilà. Merci. Est-ce que du côté de l'ADAP, vous avez eu, par exemple, l'expérience de personnes qui venaient un peu à reculons faire leur demande de reconnaissance de travailleurs handicapés ? Est-ce que ça a été compliqué parfois, certaines fois ? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous montrer ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a tout ce travail d'acceptation de la situation de handicap par les personnes avant de pouvoir initier une démarche auprès de la MDPH de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Accepter, c'est la première étape pour pouvoir en parler et pour pouvoir aussi accepter du coup d'être aidé et d'apporter des aménagements sur le poste de travail. C'est-à-dire que oui, une situation de handicap peut amener des conséquences au travail, mais il y a des aménagements, il y a des aides qui sont possibles. Alors ça peut être des aides humaines, des aides techniques, des aides organisationnelles. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut appuyer pour permettre aux personnes
d'aborder de manière plus libre le sujet. Je crois que c'est important aussi de se dire qu'une personne dite valide aujourd'hui, demain, on ne sait pas. Un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et un besoin d'aménagement à un moment donné sur un poste de travail ou dans la vie quotidienne, d'ailleurs, ça peut arriver à n'importe qui. Merci. Une question maintenant adressée donc à toutes les trois. Comment réussir à lever les préjugés sur le fait de travailler avec un collaborateur handicapé ? Lever les préjugés sur l'environnement, enfin le handicap dans l'environnement professionnel. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse là-dessus ? Je pense que ce qui est essentiel, c'est que les ressources humaines soient vraiment impliquées dans l'accueil des personnes avec RQTH, ou en tout cas avec un début de reconnaissance, pour pouvoir être formées. Car je pense que si une personne au niveau de la hiérarchie est déjà sensibilisée à tel ou tel type de handicap, cela permettra à la personne atteinte de tel handicap, visible ou non, de pouvoir déjà commencer ce début de cheminement et aussi se sentir en capacité d'avancer au sein de l'équipe. Mais voilà, l'essentiel est déjà aussi de sensibiliser les responsables des entreprises. Alors, moi, j'ai la chance, je travaille à Suravenir, filiale du groupe Arkea. J'ai la chance d'avoir un employeur qui est motivé et qui s'investit. Notamment, on a eu une semaine sur des ateliers de sensibilisation sur le handicap. C'est passé sur les réseaux, on a fait passer des vidéos de personnes en situation de handicap, visibles, invisibles, mais également sur l'heure de midi, de confronter les personnes valides à des handicaps. Pour le coup, c'était des handicaps de personnes malvoyantes ou malentendantes. Et le fait de prendre 5 minutes de son temps et de se mettre à la place de ces personnes handicapées, ça permet aussi de se dire ça n'existe pas qu'ailleurs, c'est autour de nous, et de se dire quelque part que j'ai peut-être la capacité d'être considérée travailleur handicapé, j'ose pas le faire, et au final le fait de sensibiliser les gens, de leur donner les passerelles, les moyens, leur dire de quelle démarche il faut faire, ça permet aussi d'aider les gens à passer le pas. Juste comme ça, pour vous donner une idée, pour faire une reconnaissance de travailleur handicapé, il n'y a rien de plus simple. C'est un document à télécharger sur Internet que vous faites compléter avec l'aide de votre médecin traitant ou de votre médecin spécialisé. Vous l'envoyez ensuite à l'AGFIP. Nous, en l'occurrence, c'est sur Quimper. Et après, c'est eux qui étudient votre dossier. Oui ou non, vous êtes reconnu travailleur handicapé. C'est juste un bout de papier à remplir. Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce que c'est vraiment juste quelques feuillets à remplir. Mais c'est tellement beaucoup pour la suite. Enfin, c'est la première étape, c'est la première marche, oui, effectivement, d'une escalade. Oui, il faut faire cette première marche, il faut faire cette première démarche. Mais il n'y a rien de plus simple. C'est sur le site de la GFIP, vous téléchargez le dossier et vous le complétez avec votre médecin. Je trouve que c'est important de le dire et voilà. C'est important effectivement d'en parler et de mener aussi des actions pour sensibiliser, pour rassurer, pour comprendre. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'ADAPT, il y a la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation handicapée qui a lieu tous les ans en novembre, avec un certain nombre de sensibilisations, d'actions menées autour de cette semaine-là, mais plein d'autres aussi au cours de l'année. Et je crois que c'est en parlant, en rencontrant des personnes, notamment dans le cadre de DUOD, donc c'est la rencontre entre un employeur et une personne en situation de handicap, c'est ça qui va permettre de lever les freins, d'en parler et du coup d'inclure un collaborateur ensuite en situation de handicap, qui a des compétences comme tout un chacun. Tout à fait. Je pense aussi, je pense aussi que la sensibilisation peut commencer dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que d'intervenir auprès d'écoles de tout petits, dès leurs premières années, c'est les sensibiliser et les confronter à cette réalité. Ça peut être un enfant dans une classe qui peut être sourd, ça peut être un enfant en fauteuil roulant ou aveugle, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à l'ADAPT, il y a un outil que l'on a appelé la handi-mallette, qui permet justement d'aller au sein des écoles et sensibiliser les tout-petits, mais aussi les instituteurs, institutrices, à l'accueil de l'enfant handicapé, qui sera le futur employé handicapé, certainement, si la situation n'est pas avec une évolution positive. Merci pour vos réponses.
Est-ce que vous seriez en mesure de nous dire quels sont les critères en fait, nécessaires pour être reconnu comme travailleur handicapé? Les critères, je crois que ça, c'est plus au niveau du médecin, Médical. d'évaluer. C'est à partir du moment où ça a un impact sur la vie quotidienne ou sur un environnement de travail. Une personne peut, alors pour parler de l'accessibilité, par exemple, à partir du moment où les locaux sont complètement aménagés, il n'y a pas forcément de besoin d'aménagement et donc pas forcément besoin de cette reconnaissance. C'est pas nécessaire non plus. Donc ça va vraiment dépendre de situation, je dirais. Et après, c'est des décisions médicales en lien avec la personne. Et personnel. Et personnelles, ouais. D'accord. Comme chaque handicap est différent, chaque entreprise est différente également. Et est-ce que vous auriez noté des entreprises qui se sont démarquées ou non dans justement le recrutement de personnes en situation de handicap dans votre association? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Il y a des grands groupes qu'on connaît tous qui ont une forte politique d'engagement pour le recrutement de personnes en situation de handicap et au-delà du recrutement d'accompagnement. Donc ça veut dire accompagner les équipes aussi, les sensibiliser, les former. Et après, il y a des petites entreprises aussi qui sont sensibilisées peut-être plus d'un côté plus personnel parce que un employeur a connaissance dans son environnement familial d'une personne en situation de handicap et y est sensible. Je crois que le côté humain est très important. Et donc, il n'y a pas... à partir du moment où on explique, où on en parle, toute entreprise, je pense, peut être amenée à accueillir un employé en situation de handicap. Est-ce que vous avez des expériences justement dans l'accompagnement envers ces personnes qui vous ont plus marqué, que ce soit en positif ou en négatif? Ça a changé. Vous avez des retours en vous disant heureusement que j'ai fait cette déclaration, ou est-ce que vous avez des expériences à nous témoigner? Je crois que nous, dans l'accompagnement qu'on peut faire, donc nous, on intervient sur des prestations d'appui spécifiques au niveau de la DAP. Il y a d'autres dispositifs, mais il y a celui-là aussi. Et c'est des personnes qui nous appellent de temps en temps pour être rassurées, pour prendre un peu de recul aussi et être conseillées. Et oui, des personnes qui peuvent nous rappeler, qui nous disent aujourd'hui, je suis bien à mon poste et j'ai plus besoin de vous. Finalement, c'est le but aussi. Tout à fait, merci. Et donc, s'il y en a un, quel est le processus d'aide à l'insertion professionnelle? Ou, par exemple, Delphine, quelle a été la marche à suivre dans la reconnaissance et dans l'intégration dans l'équipe avec cette nouvelle reconnaissance de travailleurs handicapés? Alors, quand j'ai fait ma reconnaissance de travailleuse handicapée à l'âge de 25 ans, je n'étais pas dans le grand groupe Arkea, j'étais dans une petite société qui n'avait aucune connaissance du milieu du handicap. Et à l'époque, c'était encore moins ouvert à la discussion qu'aujourd'hui. Et ça s'est soldé par un licenciement pour inaptitude. Alors qu'aujourd'hui, je fais exactement le même poste. Il aurait juste fallu, il y a 17 ans, adapter mon poste. Mais bon, ça s'est pas fait. Je pense que les clés, c'est ça, en fait. C'est... moi, j'ai fait ma reconnaissance de travailleuse handicapée. Et après, ça a été, comme on disait tout à l'heure, le plus important, c'est le dialogue. Et j'ai discuté avec mes RH, mes managers, avec la médecine du travail. On a fait venir des ergothérapeutes, des ergonomes qui m'ont donné des pistes pour adapter et pour améliorer mon quotidien. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est le dialogue pour pouvoir... voilà, ça a été ça. D'accord, merci. On voit que ce qui ressort, en tout cas pour l'instant de nos échanges, c'est pouvoir s'ouvrir, pouvoir discuter et informer les personnes sur les différents handicaps et sur l'acceptation de soi et de son handicap également. Est-ce qu'il y aurait par exemple des questions dans la salle ou sur le live Facebook? Oui? On a un micro, parfait. Non. 1, 2, 1, 2, c'est bon.
Donc bonjour, déjà je vous remercie pour vos interventions. J'ai 3 questions, je vais juste les prendre, je les ai notées pour ne pas les oublier. Je les prends dans l'ordre. La première, c'est sur, est-ce que vous observez depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, des évolutions au niveau des entreprises sur l'accompagnement justement de ces personnes en situation de handicap, que ce soit sur la sensibilisation, l'accompagnement au quotidien sinon? Merci pour cette question. Je dirais que oui, les entreprises ont pris conscience, je crois, de ce besoin de former les collaborateurs au handicap parce qu'ils se rendent bien compte aussi qu'au sein de leur entreprise, il y a des personnes en situation de handicap et qu'il faut apporter des aménagements et que dans certains métiers, avec des métiers par exemple très physiques, où il peut y avoir l'apparition de situations de santé qui posent problème à un moment donné, qui vont devoir apporter des aménagements pour que la personne soit maintenue à son poste. Donc je dirais que oui, j'ai le sentiment que les entreprises sont de plus en plus demandeuses et de plus en plus ouvertes aussi à ce qu'il y ait des accompagnements au sein des entreprises et pour les collaborateurs. Ouais. Ok, moi je vous remercie pour votre première réponse. Je vais passer à ma deuxième question. Delphine, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Tu as la chance, toi, d'avoir un poste qui est adapté, que ce soit au bureau ou chez toi. Est-ce que les entreprises ont pris conscience ou évoluent avec la situation sanitaire qu'on connaît actuellement depuis 2 ans? Est-ce que la situation des travailleurs, des personnes en situation de handicap, c'est compliqué de travailler à la maison? Ou est-ce qu'il y a eu, les entreprises se sont adaptées justement au télétravail, par exemple? Alors, il y a 2 cas. Il y a mon cas et le cas de mes collègues qui avaient déjà une reconnaissance de travailleurs handicapés, où on a un suivi très régulier avec la médecine du travail. Et là, la question ne s'est pas posée. On fait partie d'un grand groupe qui est très sensible justement à la cause des personnes handicapées. Et du coup, la mise en place d'un poste adapté à la maison, il n'y avait pas de sujet, c'était évident, ça s'est fait pour tout le monde. Par contre, là où on s'est rendu compte, et je dis on en parlant de la direction de mon entreprise, c'est qu'avec cette crise Covid, beaucoup de personnes sont revenues sur site en disant j'ai mal là, j'ai mal ci, est-ce que je peux avoir un bureau qui se lève, est-ce que je peux avoir une souris adaptée, etc. Et c'est là où effectivement on se rend compte que beaucoup de personnes auraient la capacité ou auraient la possibilité d'avoir une reconnaissance de travailleurs handicapés et n'en ont même pas conscience, ou s'ils en ont conscience, n'ont pas encore fait cette démarche et n'en sont pas encore capables. Sauf que l'employeur, malheureusement, ne peut pas équiper tout le monde sans cette reconnaissance, car cette reconnaissance engendre une aide financière. Donc c'est là où effectivement on est entre deux, c'est-à-dire que nous travailleurs handicapés, on a un poste adapté sur site et à domicile, mais qu'effectivement la crise Covid montre bien, et encore plus, que beaucoup de personnes seraient susceptibles d'être reconnues travailleurs handicapés et ne le sont pas, et que du coup leur poste n'est pas adapté aussi rapidement en tout cas. Et c'est pour ça qu'on essaye de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience que la reconnaissance pourrait leur ramener un bien-être au travail en fait. Ok, merci. Et je continue toujours sur le même sujet du coup. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a peut-être peur d'effectuer ces démarches-là? Voilà. Pardon. La peur, après moi c'est ce que tout à l'heure on en revient, pour moi la peur elle est humaine, ça s'entend, ça fait 17 ans que j'ai fait cette démarche et à 25 ans elle était loin d'être évidente et je me suis pris une grosse claque, faut dire ce qui est. Maintenant l'accepter c'est déjà faire le premier pas et avancer dans sa maladie aussi ou dans son handicap. Donc la peur elle est humaine, pour ça moi je vous invite à en parler autour de vous, de dédramatiser la chose, que ça soit une conversation entre amis, entre potes, en famille, juste de pouvoir en discuter même avec les professionnels avec qui vous pouvez être en contact, avec vos médecins, voilà, faut vraiment moi j'en reviens toujours au même et on est là et ça montre bien que le sujet il faut en parler et pour moi c'est ça le credo, c'est la discussion. Ne pas avoir peur, c'est pas un sujet tabou. Allons-y, parlons-en quoi. Et peut-être une question à la gauche. Et Delphine parlait justement de certaines entreprises qui n'accompagnent pas le handicap ou moins que les autres. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place ou qu'est-ce que vous dites à ces entreprises pour les aider à sensibiliser et à accompagner leurs salariés dans ces démarches justement?
C'est vrai qu'au niveau de l'ADAP, il y a un service d'offre un service d'offre aux entreprises qui permet justement aux entreprises de nous contacter si besoin, s'ils ont des interrogations, des questionnements dans lesquels ils n'arrivent pas à trouver eux-mêmes des réponses. Donc c'est vrai que le service qui existe au sein de l'ADAP pour accompagner l'entreprise aussi existe. Il y a le service pour accompagner l'étudiant en formation, le service pour accompagner la personne en reconversion ou en insertion vers l'emploi, mais également un service d'accompagnement de l'entreprise dans la construction du projet du handicap de la personne. Donc oui, il y a diverses possibilités au niveau de l'ADAPT. Camille et moi, nous ne travaillons pas sur le SOE, la formation, mais ces services-là sont bel et bien présents. Ok, merci pour vos réponses. J'ajouterais aussi que dans le cadre de nos accompagnements, on accompagne aussi des personnes en reconversion professionnelle et que c'est l'occasion d'aller faire des stages en entreprise. Peu importe l'entreprise, la situation de handicap n'est pas forcément d'emblée tout de suite abordée, mais plus dans le cadre d'un bilan de stage. C'est un très bon moyen aussi de parler de compétences et après de la problématique de santé qui permet aussi de se dire bah oui, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Pour rebondir sur ces questions, moi j'ai eu une question également. Quelles améliorations vous verrez dans le futur pour la reconnaissance, pour en finir sur les préjugés, que ce soit au niveau des entreprises ou même sur un niveau un peu plus haut, au niveau du ministère par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en place dans les années prochaines, pardon. On en parlait tout à l'heure avant le début de la conférence. C'était les passerelles. Je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. Ce qu'il faudrait voir dans les prochaines années, c'est à partir du moment où vous êtes en contact avec votre médecin ou avec l'AGFIP pour votre dossier, c'est qu'il vous donne des clés, des passerelles en vous disant la TSAP existe, Cap Emploi existe, vous avez des associations, vous avez même des agences d'intérim adaptées aux personnes handicapées. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui existent, sauf que les passerelles n'existent pas et donc c'est une méconnaissance du sujet. Donc moi, dans l'avenir, ce à quoi je tends, c'est ça, c'est que les entreprises en parlent, mais surtout qu'au niveau de l'État, ils en parlent en laissant des portes ouvertes et qu'il n'y ait pas simplement il y a le dossier médical, il y a l'emploi. Non, c'est que des passerelles se fassent et que tout soit plus simple pour la personne handicapée pour qu'elle puisse explorer tout ce qui est mis à sa disposition. Oui, je pense l'identification tout de suite des différentes possibilités de travail, d'intérim, la mission locale, Cap Emploi, tous ces termes qui finalement parfois sont éloignés de la personne lambda, qui sont un peu de notre jargon. Oui, peut-être simplifier aussi l'appellation, déjà pour la personne dès qu'elle prend contact avec le handicap, peut-être connaître un peu toutes les petites astuces pour aller plus vite. Tout à fait. Rendre toutes ces actions donc plus accessibles et plus compréhensibles pour tout le monde. C'est ça. Simplifier. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Alors, le micro va arriver. Vous avez parlé de plusieurs types d'handicap, dont l'handicap cognitif. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pourriez expliquer, s'il vous plaît? C'est vrai, on en parle comme si tout le monde était au courant. Voilà encore une des situations dans lesquelles tout le monde peut se retrouver. Le handicap, donc il y a le handicap psychique, c'est quand il y a une maladie de type psychiatrique qui peut être handicapante. Il y a le handicap cognitif, c'est plutôt au niveau des connaissances. Comment expliquer de façon... Quand il y a un impact au niveau de tout ce qui est mémoire, attention, mémorisation, concentration, toute personne en situation d'autisme aussi, ça rentre dans les troubles cognitifs. Les traumatisés crâniens, pour donner des typologies. Voilà. Quand les capacités cognitives sont altérées, mais qui n'étaient pas forcément altérées dans l'enfance. Ça peut être suite à un accident de la vie ou un accident de voiture. Voilà. Donc c'est tout ce qui est un peu mémorisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une question. Alors, je veux savoir,
On en est où au niveau accessibilité dans les entreprises actuellement par rapport à ce qui est normé? Est-ce qu'il y a encore une grosse marge de progression à faire? Est-ce que ces dernières années, il y a quand même une avancée qui a été faite? Ou alors, on est toujours obligé de faire du cas par cas de manière assez globale? Au niveau de l'accessibilité des locaux, D'accessibilité des locaux, de l'accessibilité des postes, comment dire, même au niveau des normes dictées de manière générale pour l'accessibilité, parce qu'on parle d'accessibilité des locaux, on parle aussi d'accessibilité numérique. En fait, là, on trouve de l'accessibilité un peu partout, mais est-ce que c'est respecté? Est-ce que les normes sont cohérentes? Est-ce qu'il y a encore une grosse marge de progression à faire à ce niveau-là? oui, je crois qu'il y a toujours une progression, effectivement, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui essaient un maximum de rendre leurs locaux accessibles, etc. Bien sûr, il y a encore du chemin à faire, oui. Ne serait-ce que par exemple dans un emploi pour une personne autiste, on va dire, avec des difficultés de lumière, de son, les open space, par exemple, existent encore beaucoup et pour certaines personnes, c'est rédhibitoire. Donc la personne peut venir au travail et après se trouver en grande difficulté pour revenir le lendemain, de par toutes ces petites choses qui pour nous ne sont pas visibles aussi, les freins invisibles, mais qui pour la personne peut être une grosse contrainte pour travailler. Donc effectivement, oui, les entreprises, rien que par cet exemple-là, ne sont pas forcément adaptées au cas par cas. Alors, moi, je vais rebondir en parlant de mon cas personnel. Les locaux dans lesquels je travaille vont être réaménagés courant 2022 et ce ne va être que des open space. Aujourd'hui, la collaboratrice avec qui je travaille en binôme dans le bureau est malentendante. Elle est appareillée mais malentendante. Et le fait de travailler dans une grosse boîte, il faut dire ce qui est, elle a les capacités de mettre des choses en place. Et pour le coup, nous, sur tout notre étage, on sera le seul bureau de chargé de gestion avec des vraies cloisons. Justement pour essayer d'avoir d'atténuer au niveau phonique et pour pouvoir permettre alors de travailler dans de meilleures conditions. Mais tout ça, c'est une question pour moi de taille, d'échelle, d'entreprise aussi, de moyens. Il y a forcément le fait d'être sensibilisé ou non, l'entreprise et l'employeur, soit il est sensibilisé ou non, ça, il n'y a pas de sujet, mais il y a aussi une question de moyens. Et voilà, le fait d'être dans une grosse boîte, on a cette chance-là. Ça aide. Ça contribue. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, moi, je me demandais justement qu'est-ce qui pourrait être des freins dits invisibles dont vous en parliez il y a quelques instants, que nous, du coup, on ne s'en rend pas compte, mais qu'est-ce qui, en fait, dans notre quotidien, pourrait être des freins pour ces personnes? Quelques exemples, si vous en avez ou... les lumières, par exemple, ça peut être agressif. Il y a des personnes qui vont fixer un petit peu dessus et du coup, leur attention ne pourra pas être optimum pour autre chose. Voilà, les bruits aussi qui facilitent pas forcément la concentration. On n'est pas tous égaux par rapport à ça, et d'où l'importance de connaître les besoins du travailleur. C'est au cas par cas. C'est vrai que voilà, la personne est vraiment à interroger parce que ce qui peut déranger effectivement une personne au niveau de la lumière pourra ne pas déranger une personne alors qu'on se dit ah mais c'est la même typologie ou le même. Non, c'est vraiment au cas par cas. Donc l'essentiel est d'interroger la personne elle-même et de construire avec la personne son projet d'accueil. D'accord, merci. Dans l'entreprise. Il y a une autre question. Oui, je me demandais quelles étaient les aides qui existaient pour les entreprises. Je ne crois pas que vous ayez expliqué le type d'aide auquel on pouvait éventuellement avoir droit. Je suis désolée, on n'a pas très bien entendu. Le type d'aide qui existe pour les entreprises. Les aides humaines ou financières? Voilà, de quel ordre elles sont, quel montant, ou si vous pouviez donner juste une idée, un aperçu des aides qui existent pour les petites entreprises ou les grandes entreprises pour l'accueil d'une personne en situation de handicap. Alors, il existe Alors, les montants, je suis désolée, je ne les maîtrise pas complètement, loin de là. Mais sur des aménagements techniques, il y a la GFIP qui peut financer des sièges, pour aménager les postes de travail, pour permettre l'adéquation entre le poste et les besoins de la personne. Ça, ce sont des aides ponctuelles, voilà, que chaque personne peut demander, solliciter.
Nous, dans le cadre des prestations d'appui spécifiques que l'on mène avec les bénéficiaires, sur le temps d'une prestation, on peut effectivement adapter telle ou telle chose, mais pour une somme de 500 € maximum, mais c'est sur le temps d'une prestation. Après, effectivement, est-ce que l'entreprise mettra en place par elle-même des choses? Ça, voilà, ce n'est pas de nos compétences non plus. Mais à partir du moment où il y a une reconnaissance travailleur handicapé, voilà, l'employeur peut monter un dossier avec la personne au niveau de demande d'aide et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas accepté, quoi. Tout à fait. Et il y a surtout alors j'ai pas les montants, mais on parlait qu'un employeur doit avoir 6% de sa masse salariale en tant que travailleur handicapé. Et il faut savoir que s'il ne respecte pas ce quota, il a des amendes, en fait. Donc c'est tout à son intérêt à l'employeur de recruter justement des personnes en situation de handicap. Tout à fait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui pour parler, témoigner et faire vos retours sur vos expériences. Merci donc d'être venu au plateau du Brest Open Campus. Merci à tous ceux et celles qui sont venus dans la salle aujourd'hui et ceux qui ont suivi notre live sur Facebook. Et donc, on va vous souhaiter à tous une très bonne après-midi. Merci à vous. Au revoir.